RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour, bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues en matière de santé mentale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, celui des aidants, et une question: qu'est-ce qu'un aidant en santé mentale? Est-ce réservé à des professionnels ou sommes-nous tous concernés? Et comment peut-on être accompagné quand on est aidant? C'est quelques-unes des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui dans cette émission. Pour m'accompagner, j'en suis très heureux, à mes côtés comme chaque mois, Roman du CREPSI. Bonjour Roman. Salut Thomas. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, on a aussi Basile du CREPSI également. Bonjour. Tu vas bien, la forme? Ça va, super. Et sont avec nous nos invités, Frédéric Claude. Alors vous êtes référent des aidants et juriste à la Maison des aidants de Nancy. Exactement. Pas d'oubli. Pas d'oubli. La Bon. Maison de Nancy, gérée par l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, l'Union départementale des associations familiales de Meurthe-et-Moselle, qui, comme chacun le sait, représente officiellement les familles dans notre département comme dans d'autres départements depuis 1945. Voilà, c'est dit. Et on en reparlera et vous nous réexpliquerez tout à l'heure ce qu'est la Maison des aidants. On reviendra évidemment sur tout ça ensemble. On est avec nous également Emmanuel Gürtner et Thérèse Prêcheur. J'ai pas dit de bêtises sur les noms, je les ai pas écorchés. Vous êtes aidant d'un proche concerné par des troubles psychiques et bénévole à l'UNAFAM. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et vous, pareil, vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est l'UNAFAM, bien sûr. Et ensemble, on va reparler de votre parcours aussi d'aidant. Je crois que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour démarrer l'émission, comme chaque mois, on commence en allant dans la rue pour aller poser des questions aux gens sur la thématique du jour. Et là, les questions, vous les avez posées, Roman, Basile. La première question qu'on a posée, c'était quoi? Alors, première question, selon vous, peut-on être aidant d'une personne en souffrance psychique? Bah oui, je pense. Oui, on peut toujours aider les gens d'une manière ou d'une autre. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être, je pense peut-être plus efficace, quelqu'un d'extérieur. Par exemple, l'ami d'un ami. Une personne va plus facilement se confier à quelqu'un peut-être qu'il ne connaît pas ou qui se dit « de toute façon je ne le reverrai plus ». Donc je vais me confier. Pas forcément des professionnels, non, mais des gens qui sont capables d'une certaine écoute, puis qui peuvent aussi avoir été confrontés à certains problèmes, faire remonter leurs expériences et comment ils s'en sont sortis, quoi. Oui, il y en a dont c'est le métier d'ailleurs, mais oui, je pense, on peut les aider. Après, il y a des limites à ce qu'on peut faire. C'est la limite entre l'aidant particulier qui n'a pas de formation et le professionnel de santé. Oui, j'imagine, je crois. Ça pourrait être quel genre de personne? Un proche ou bien quelqu'un du milieu médical, du corps médical. Parce qu'un aidant, qu'est-ce que c'est pour vous? Quelqu'un qui aide, donc quelqu'un qui va accompagner la personne qui souffre de troubles. Oui, on peut l'être. De plusieurs manières, familiale, amicale, professionnelle. Des proches, amis, famille, peu importe. Peu importe. Il y a besoin d'aide, on ne peut pas rester tout seul dans ce genre de situation, je pense. Oui, en fait, en réalité, pour moi, c'est une équipe, c'est-à-dire un psychiatre qui va peut-être, en fonction de la pathologie de la personne, pouvoir peut-être donner des médicaments, mais forcément un accompagnant psychologue à côté, puisque finalement les médicaments c'est bien, mais sur le court terme, et sur le long terme ça va plutôt être le psychologue. Oui, famille, proches, amis et professionnels. On a l'impression que c'est plutôt les professionnels qui ont l'air d'être considérés comme les aidants, en tout cas par les gens qu'on a interrogés dans la rue, Basile. Ouais, visiblement il y a un manque de connaissances sur ce qu'est vraiment un aidant. Peut-être pour commencer donc avec un chiffre, on estime aujourd'hui donc en France entre 8 et 11 millions le nombre d'aidants, tout handicap confondu. Et donc concernant les troubles psychiques, on estime en France qu'il y a 12 millions de personnes qui vivent avec des troubles psychiques et 4,5 millions d'aidants qui les accompagnent au quotidien. Alors dans un premier temps, pour répondre à la question, donc peut-on aider une personne en souffrance psychique? Bien oui. Mais du coup, donc, qui sont ces aidants? On parle, donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de proches, de familles, d'amis, mais certaines personnes interviewées parlent aussi de professionnels. Il sera alors important de revenir là-dessus, parce qu'un aidant, c'est une professionnelle, c'est une personne non professionnelle. Oui, c'est ça. On reviendra sur la définition tout à l'heure. On reviendra avec les invités, mais voilà, c'est une personne vraiment non professionnelle. Et pour finir, donc, une personne dans le micro-trottoir a abordé la notion de formation. Il nous dit il y a des limites dans ce qu'on peut faire. C'est la limite entre l'aidant particulier qui n'a pas de formation et le professionnel. Alors, en effet, il peut avoir une certaine
certaines limites dans l'accompagnement, mais il sera important aussi de voir quels outils, quelles formations sont à disposition des personnes aidantes. On reviendra tout à l'heure évidemment sur la définition de ce qu'est un aidant, une personne aidante, et quels sont les cercles qui peuvent être touchés par, je ne sais pas si on parle d'aidance, si ça se dit ce mot-là. Oui. On parle d'aidance, très bien. L'autre question qui a été posée dans la rue, Roman, c'est toi qui nous la donnes. Du coup, on a posé, c'est quoi être aidant d'une personne vivant avec un trouble psychique et en quoi cela consiste? Déjà être à l'écoute et puis proposer des conseils, se soigner déjà, la parole, la lecture aussi beaucoup. Il y a plein d'outils pour être bien dans sa tête. Chercher d'où vient le mal-être et travailler là-dessus pour faire en sorte que ça aille mieux. Après, attention, il y a certaines pathologies où oui, on va pouvoir trouver plus ou moins d'où ça vient, mais où on ne pourra pas le soigner, entre guillemets. On pourra juste comprendre d'où ça vient, mais voilà. Et bien déjà, c'est l'écouter, essayer de comprendre ce qui se passe et puis de le flécher vers peut-être des personnes plus spécialistes, professionnels de la santé, parce qu'on ne l'est pas et on n'a pas forcément la bonne solution. Être aidant, je dirais c'est être là, être proche de la personne, en prendre soin, l'écouter. Après, je pense que la meilleure aide qu'on puisse apporter, c'est diriger ces personnes vers des professionnels adaptés. Je pense qu'en termes de particuliers, on est vite limité dans ce genre de problématique. Il faut être à l'écoute, je pense. Il faut écouter, puis voilà quoi. Il faut être à l'écoute. En discutant avec eux, en écoutant leurs problèmes, peut-être en essayant de se mettre un peu à la place de l'autre. Un petit peu comme dans certains métiers que j'ai exercés, où on doit se mettre à la place de l'autre, écouter d'abord et désamorcer certains conflits. Je pense qu'on peut prendre des problèmes mentaux comme un certain conflit avec soi-même. Donc on est un petit peu sur le même registre. Donc on écoute, on recadre et après on essaye d'arrondir un petit peu les angles avec la personne et puis lui abréger un petit peu ses souffrances, mais je veux dire ses mauvaises pensées. Hein, je pense qu'on peut faire comme ça. Bon, évidemment, la notion d'écoute, de comprendre, ce sont des choses qui reviennent un peu régulièrement. Oui, alors ce qui revient beaucoup, c'est justement c'est ça, c'est l'écoute, le conseil, la compréhension, d'être présent, d'être là. Bref, de faire preuve d'empathie, hein, on peut dire ça. Ce qu'on peut retenir aussi d'important de cette question, c'est la diversité des outils d'aide, qu'ils soient classiques ou alternatifs, comme une personne nous dit la lecture, ou de façon générale la parole, qui peuvent être mises à disposition de la personne aidée. Une personne nous dit être aidant, c'est être proche de la personne, en prendre soin, l'écouter. Après, la meilleure aide, ce serait de diriger la personne vers des professionnels adaptés. Donc en fait, de manière globale, les interviewés nous parlent d'orienter vers des spécialistes, mais disent ne pas l'être. Donc en fait, d'où l'importance de connaître les ressources existantes en santé mentale sur le territoire. Aussi, une personne nous dit il faut être là, être accompagné est essentiel pour le démarrage du processus de rétablissement qui, malheureusement, il faut le rappeler, peut s'avérer long et fastidieux. Certains nous diront c'est un vrai parcours du combattant. On reviendra sur l'accompagnement des aidants. C'est important de ne pas se sentir seul quand on est aidant, je pense. D'où l'intérêt, effectivement, d'avoir à nos côtés la Maison des aidants de Nancy, l'UNAFAM. La troisième question qui a été posée, Roman, c'est toi qui nous donne. C'est Basile, pardon, Basile, excuse-moi. Quelle est cette troisième question qu'on est allé poser dans la rue à Nancy ? Troisième, mes dernières questions, justement, c'est quels sont, du coup, pour vous, les besoins des aidants ? Justement, un petit peu d'informations sur les types de troubles, parce qu'on n'est pas forcément au courant et on a peut-être des mauvaises solutions à apporter, même si on essayait d'aider. Et quand vous disiez des professionnels, ça peut être quoi? Ça peut être qui? Je sais pas, des psychologues, j'imagine, même peut-être des associations autour de la santé. Vous avez une idée, une association? Non. Du repos, mais comme vous le savez peut-être, ce dispositif est déjà mis en place partiellement par un dispositif qui s'appelle la Maison du Repos, qui est mis en place donc, par un collectif Handicap 54, qui propose de prendre, de jeunes adultes en situation de handicap ou des mineurs un week-end pour que les aidants se reposent. L'argent. Une aide, une structure par exemple pour accueillir les gens qui ont des problèmes psychiques, des maisons d'aide, des maisons spécialisées.
La question, c'est plus les aidants. Est-ce que eux, ils ont besoin d'aide? Ça dépend des personnes qui aident en fait, hein. Ça dépend de chaque aidant. Si l'aidant avait besoin d'aide, vers quoi il devrait ou il pourrait se tourner? Il y a plein de méthodes aussi, la foi, encore une fois la lecture, l'entourage, les expériences. Une aide psychologique, je pense, un soutien moral, parce que ça ne doit pas être évident au quotidien de soutenir une personne dans la maladie. Peut-être une écoute pour les gens qui ont peut-être besoin d'extérioriser en priorité. Je pense que c'est le principal. Ça peut être une forme de défraiement selon encore une fois la nature de l'aide. Si on est avec quelqu'un qui a 0% d'autonomie ou presque, alors ça rentre, il me semble, dans le cadre justement du proche aidant. Et là, il y a une forme de défraiement ou quelque chose qui doit exister pour pouvoir permettre à ces gens-là de continuer à aider leurs proches justement. Peut-être un accompagnement ou au moins une forme de consultation peut-être qui peut être faite pour juste prendre le pouls justement de ces gens-là aussi, de leur santé mentale, et voir s'ils ne sont pas en train de complètement craquer et potentiellement devenir maltraitants aussi avec les personnes qui sont censées aider, quoi. Prendre le pouls de leur santé mentale, ça c'est une question qu'on se posera effectivement tout à l'heure dans l'accompagnement. Basile, qu'est-ce qu'on retient de ce micro-trottoir? Qu'est-ce qu'on retient? On voit bien que la question n'est pas forcément bien comprise. Hein. Il y en a qui font référence directement aux professionnels. Hein. Mais comme on l'a déjà rappelé dans cette émission à plusieurs reprises, il y a vraiment l'importance de l'entourage, de la famille, des amis dans les problématiques de santé psychique. Qu'est-ce qu'on entend? Donc, quels sont les besoins des aidants? Donc, comme l'a dit une personne interviewée, ça dépendra de chaque personne, hein, mais du coup, on a différents outils, hein, le repos, la foi, la lecture, l'expérience, le soutien moral. Donc, on a beaucoup de choses qui montrent bien que chaque personne sera différente et chaque personne aura ses propres outils pour avancer en tant qu'aidant. Alors, il y a une personne qui nous dit aussi qu'il est nécessaire pour l'aidant d'être accompagné et soutenu pour ne pas risquer de devenir maltraitant avec la personne accompagnée. Alors ça, moi, cette phrase, elle m'interpelle parce qu'en effet, à mon sens, sans connaissance et sans compétence, on peut facilement être maltraitant sans avoir cette volonté, hein, bien entendu. Donc, encore une fois, je trouve que ça pose encore la question de la formation et de l'importance de la formation des aidants, mais aussi des citoyens et de l'ensemble des citoyens d'un territoire. On en a déjà parlé, ça peut être une réponse, c'est la formation PSSM, formation en premier secours en santé mentale, hein, qui est une formation citoyenne, formation grand public. Et bien sûr, nos invités de l'UNAFAM et de la Maison des aidants pourront nous apporter également d'autres outils par la suite. Bien sûr, on rappelle la place de l'aidant et on va définir dans quelques instants ce qu'est être une personne aidante dans le cadre de la santé mentale, mais pas que d'ailleurs, hein, ça peut être plus large que ça. On va définir tout ça dans quelques instants. On parlera aussi, vous nous raconterez à nos deux invités, Emmanuel et Thérèse, vous permettez, je donne vos prénoms et je redonnerai vos noms tout à l'heure, mais vous nous raconterez aussi, vous, votre parcours, ce qui vous a amené à être aidante, et puis comment vous le vivez. Juste le temps peut-être pour nous d'écouter Placebo, là maintenant, sur RCN. Qui a choisi ce titre ? Eh bien, c'est donc vous, Frédéric Claude, de la Maison des aidants de Nancy, qui avez choisi Placebo, Where is my mind? Pourquoi, avant de l'écouter? Parce que le titre est assez connu du fait du film que beaucoup ont apprécié, Fight Club, et qu'il traite notamment de troubles psychiques, et en particulier dans ce film de la schizophrénie. Et la question interroge et fait écho peut-être aussi à certaines maladies d'ordre psychique. Eh bien, nous écoutons tout de suite Placebo, Where is my mind sur RCN. Jusqu'à 11h sur RCN, Full Santé Mentale. Et ce matin, on parle des aidants. Alors c'est un sujet que je suis très content d'aborder puisque ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on propose cette émission tous les mois et qu'on se rend compte de l'importance des personnes qui accompagnent ceux qui vivent avec des troubles psychiques notamment ou des troubles en santé mentale. On a entendu il y a quelques instants dans le micro-trottoir, alors il y a des gens qui ont des intuitions qui sont assez proches de ce qu'est l'aidance, d'autres un peu moins, qui parlent d'écoute ou qu'il faut orienter vers des professionnels ou que c'est presque un métier même pour certains. Vous trois, je rappelle donc autour de la table, on a Frédéric Claude qui est référent des aidants et juriste à la Maison des aidants à Nancy. On a Emmanuel Gürtner et Thérèse Prêcheur. Vous êtes toutes les deux aidantes d'un proche concerné par des troubles psychiques et bénévole à l'UNAFAM. Qui et comment vous me définiriez le rôle d'un aidant ? L'aidant, c'est avant tout quelqu'un qui est proche de la personne concernée. Donc, souvent, c'est un parent, mais ça peut être aussi un frère, une sœur, un descendant, etc., un voisin, un ami. Et un aidant n'est par définition pas un professionnel, c'est pas un accompagnant. C'est ça. Voilà, c'est là peut-être la petite confusion des personnes interrogées sur le micro-trottoir. Ce qu'on appelle un aidant, c'est un proche non professionnel qui est amené à
soutenir au quotidien une personne avec des troubles psychiques sévères en l'occurrence. Ça, c'est ce que vous dites, Emmanuel Gürtner. Thérèse Prêcheur, vous nous disiez, on en parlait il y a quelques instants en antenne, l'aidant, c'est quelqu'un du quotidien, c'est-à-dire c'est des choses qui sont parfois très très simples dans la vie en autonomie. C'est ça aussi. C'est tout à fait ça. Et c'est lui qui va savoir si la personne n'a plus l'eau à son lavabo, ou si la clé ne ferme, si la clé ne marche plus dans la porte, si elle a perdu tous ses papiers. Donc je disais tout à l'heure, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne qui disait en 2 mois, mon fils a perdu 2 fois ses clés et il a perdu tous ses papiers. Donc l'aidant, c'est lui qui va aller faire les démarches. C'est celui auquel on va crier au secours quand on ne peut plus rentrer chez soi, quand on n'a plus un sou. Voilà, c'est des choses souvent très concrètes. L'aidant, il a une connaissance, concrète de la personne. Et il a ce que j'appellerais un savoir existentiel, c'est-à-dire que parce qu'il a vécu, il acquiert des compétences et il va savoir comment écouter cette personne, comment réagir. Si elle fait une grosse colère, il va savoir comment faire, quoi. Oui, il y a un double aspect. Il y a l'aspect prise en considération de l'état psychologique de la personne, puis aussi de son quotidien, finalement. Son quotidien, les deux choses, oui. Mais c'est souvent extrêmement concret. Et puis alors je disais tout à l'heure, il y a la question du déni. Souvent les personnes qui ont des graves troubles psychiques sont dans le déni parce que c'est tellement stigmatisant de dire qu'on a une schizophrénie ou qu'on est profondément déprimé qu'ils n'osent pas même pas se l'avouer à eux-mêmes. Mais les proches voient bien que ça ne va pas, que la personne n'est plus comme elle était avant. Donc si je comprends ce que vous dites, l'aidant, ça commence même des fois avant le diagnostic. C'est ça. Il a souvent un rôle d'alerte. C'est lui qui alerte, très souvent. Emmanuel Gürtner, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Donc effectivement, quand on a affaire à des personnes concernées par des troubles psychiques sévères, on a souvent des troubles cognitifs qui entraînent des inadaptations dans le quotidien. Et l'aidant va devoir parfois compenser ou veiller aux soucis engendrés. J'oublie d'aller voir le médecin, j'oublie de faire mon dossier MDPH, j'oublie plein de choses, j'oublie tous mes codes numériques, donc dans le mode d'aujourd'hui c'est quand même un peu gênant, etc. Je rajouterais aussi qu'il y a des aidants qui ont la personne concernée à leur domicile aussi en permanence, et d'autres personnes concernées vont être autonomes dans leur logement ou en hébergement concerné. Donc, on va y revenir parce que les aidants, finalement, peut-être là, c'est vous, Frédéric Claude, qui pourrait nous le dire. Il y a plusieurs profils ou plusieurs cercles d'aidants, parce que vous disiez, je comprends bien, il y a le cercle restreint familial, puis il y a tous ceux qui gravitent autour, peut-être. Oui, comme l'a précisé l'UNEFAM à l'instant, il y a les proches, la famille, et puis l'aidant, il faut également reconnaître que, comme il le fait à titre gratuit, ce n'est pas son activité principale, il y a d'autres dimensions à prendre en compte. Il y a la vie, par exemple, d'une épouse à l'égard de son mari. Elle est épouse, elle peut être également grand-mère, et puis elle peut avoir des relations amicales avec d'autres proches, et puis elle peut avoir d'autres relations parce qu'elle contribue à une activité salariée à mi-temps ou à temps partiel. Donc toutes ces dimensions de la vie, il va falloir réussir à les équilibrer avec la relation d'aidance, qui peut être une relation extrêmement fatigante, épuisante, physiquement, mais surtout mentalement, que ce soit pour les troubles psychiques, mais comme d'autres dépendances liées à l'âge, à la maladie autre, et puis à d'autres dépendances comme d'autres handicaps. On en reparlera de ça, parce qu'effectivement, on parle souvent des aidants comme ceux qui accompagnent des gens qui souffrent de troubles, mais on a peut-être parfois tendance à oublier aussi que les aidants ont besoin d'être accompagnés quelque part, parce que finalement, vous vivez le quotidien de la personne qui souffre du trouble, et donc on en reparlera. On reviendra d'ailleurs sur des études qui ont été menées en ce sens. Je vais me tourner vers vous, Emmanuel, et vous, Thérèse. Donc vous êtes toutes les deux aidantes de proches directement, c'est bien ça ? Et oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui à l'UNAFAM, qu'on présentera dans quelques instants. Peut-être on peut le présenter maintenant, l'UNAFAM. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Et après, je veux bien que vous nous racontiez un peu votre parcours aussi. Donc l'UNAFAM, c'est une association qui a été fondée il y a 60 ans et qui est une union des amis et des familles de personnes concernées par des troubles psychiques sévères. D'accord. Alors, donc nous avons au niveau national à peu près 18 000 adhérents,
et 1800 bénévoles qui sont tous des proches aidants de personnes concernées par des troubles psychiques. Donc le principe d'action à l'UNAFAM, c'est la pérédance. Des aidants qui vont essayer de soutenir, aider, guider d'autres aidants. Très bien. Et ça, c'est un point très important, je crois qu'on doit développer ce matin. Emmanuel, vous, je crois que c'est votre enfant ? Oui, c'est mon fils, c'est effectivement. Votre fils. Racontez-nous, d'abord, comment est-ce que c'est vous qui avez aidé au diagnostic ? Parce qu'on le disait tout à l'heure, finalement, le rôle de l'aidant, il commence des fois avant le diagnostic d'un trouble. Racontez-nous un petit peu, enfin si vous le voulez bien, mais votre parcours de vie. Alors mon fils m'a autorisé effectivement à vous parler, voilà. En fait, mon fils il y avait des formes d'inadaptation en fait depuis le plus jeune âge. Simplement, la crise psychique est arrivée avérée aux alentours de ses 18-19 ans. Et puis, il a eu un diagnostic, effectivement, pour une schizophrénie à 21 ans. Voilà. Oui, donc il s'est passé quelques années. Oui. Donc, du coup, toutes ces années-là, évidemment, vous avez été la maman, mais aussi celle qui l'a aidé, accompagnée jusqu'au diagnostic. Alors, je dirais que je suis vraiment devenue aidante à partir du moment où le diagnostic a été posé et qu'on n'était pas dans des formes de révolte adolescente, etc. Mais que là, on a compris qu'il y avait une maladie et qu'il fallait donc réagir autrement. Voilà. Et aujourd'hui, votre quotidien d'aidante, c'est quoi ? Mon fils vit dans son propre logement depuis 3-4 ans. Mon rôle, c'est avant tout aujourd'hui, parce que ça a beaucoup évolué en 4-5 ans. Mon rôle aujourd'hui, puisqu'il a beaucoup gagné en autonomie, c'est un rôle de veille quelque part. Est-ce que les mises à jour administratives de tous ordres sont là, les impôts, la CAF, la MDPH, Pôle emploi, etc. Est-ce qu'il y a une mise en danger quelque part d'une manière ou d'une autre ? Essayer de rappeler ou de veiller finalement à est-ce que le suivi médical qui ne me concerne pas directement, mais est-ce qu'il est en cours ou pas ? Comment il va ? Tout simplement, comment il va, est-ce qu'il est par moments plus anxieux qu'à d'autres, etc. Vous êtes donc, une maman plus quelque part en fait. Il y a un soutien émotionnel quelque part qui doit être... mais là, il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus être étouffant. Eh oui, voilà. C'est ce qui est toujours difficile, oui. Je me dis en fait, les proches, les aidants, c'est en fait les premiers de cordée finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un peu le sentiment qu'on a, en général, dans notre communauté, oui. Thérèse, votre parcours à vous, d'aidante ? Alors, quand j'ai dit à mon fils que je venais pour une émission de radio, il m'a dit « C'est grâce à moi que tu fais des choses intéressantes comme ça. » Vous pourrez le remercier en sortant d'ici. Il est très fier quand je fais des choses comme ça. Alors du coup Alors lui, il a démarré des troubles à 14 ans. On a longtemps cru que c'était l'adolescence, jusqu'au jour où il a fallu faire une hospitalisation sur demande de tiers. À partir de ce moment-là, on a eu beaucoup de mal parce qu'on ne s'est pas senti très aidé par les soignants à l'époque. On a eu quelques années de grandes galères. Et puis finalement, je suis entrée à l'UNAFAM sur un coup de colère parce que je voulais écrire au directeur de l'hôpital mon mécontentement sur les soins. Donc j'avais été voir le président de l'époque et qui m'avait un petit peu calmée dans mes remarques. Et puis je suis restée à l'UNAFAM parce que j'avais une amie là qui m'a dit « Viens donc, il y a une conférence intéressante ». Elle avait aussi une fille qui avait des troubles. Et il y a eu un groupe de parole qui s'est mis en place, j'y suis allée, et à partir de ce moment-là, je me suis sentie aidée et soutenue. Et j'ai pu quitter depuis parce que ça m'aide énormément à comprendre et puis à ne plus me sentir toute seule dans ce que je trouvais une grosse galère au départ. Mon mari m'a suivie, ce qui est un avantage énorme. On va y revenir d'ailleurs parce que c'est pas, on se rend compte aujourd'hui que c'est surtout les femmes qui portent les danses. C'est pas courant, mais il a accepté de me suivre au groupe de parole à l'époque et puis à différentes formations.
Et il continue. Et c'était pas du tout son champ de compétence. Pour lui, c'était... Au début, il disait, mais c'est de la flemme, il faut un petit coup de pied aux fesses, etc. Comme disent tous ceux qui ne savent pas. Bien et sûr. Maintenant, il a bien compris que c'est tout à fait autre chose et il fait tout ce qu'il peut pour être proche de son fils. Et aujourd'hui, les danses que vous proposez, c'est quoi? Comment vous vivez les choses? Donc, notre fils Racontez-nous. aussi est dans son appartement. Ouais. Il a quel âge? Il a 50 ans. D'accord. Il s'est fait tout un réseau d'aide professionnelle avec un psychiatre, un psychologue, une infirmière, un prêtre, un curateur, des groupes de partage religieux parce qu'il a une très grande foi, et puis un groupe de copains. Donc il a tout un réseau et il active telle ou telle personne selon les moments. Alors quelquefois il ne sait pas trop qu'il faut activer, il vient me demander. Je dis va donc plutôt demander là ou là. Et c'est souvent au quotidien. Moi, j'arrive quand il y a un problème dans les toilettes ou des choses comme ça. C'est la gestion du quotidien. C'est la gestion du quotidien. Et il y a quelquefois des crises qui surviennent parce que le quotidien n'a pas été bien géré. Moi, j'ai connu l'exemple d'une famille dont la personne a été hospitalisée parce qu'elle était complètement affolée, son chauffage ne marchait plus. Elle en a fait une véritable crise, elle a été hospitalisée pour ça. C'est pourquoi, quelquefois, ce serait bien qu'il y ait des aides très, très concrètes qui permettent de garder son calme. De désamorcer les désamorcer situations. des choses qui ne sont pas graves en soi, mais si elles ne sont pas réglées, ça devient une catastrophe pure, quoi. Donc on voit bien que votre rôle il est quotidien, il est essentiel parce qu'effectivement il évite parfois d'aller effectivement vers ces crises. C'est ça. Très bien. Alors vous disiez, vous, votre mari vous a accompagné, on se rend compte quand même que globalement c'est beaucoup des femmes. Vous me disiez d'ailleurs quand on préparait l'émission avant d'entrer en studio tout à l'heure, on se rend compte, nous très factuellement, que globalement il y a très peu d'hommes. Alors effectivement, les chiffres nous disent en gros 80% des aidants sont des femmes. Nous, on le constate assez clairement au niveau de l'UNAFAM dans notre délégation départementale où à la fois les bénévoles sont très majoritairement des femmes et puis les parents ou les proches qui viennent nous voir, c'est plutôt des femmes, mais là, les hommes sont, je trouve, de plus en plus présents tout de même. C'est souvent la femme qui amorce, et puis elle entraîne son mari. Enfin, son mari ou son compagnon, ou un ami parfois. C'est souvent l'amorce, c'est féminine. Et justement, pour faire venir les maris, les hommes, il y a quelque chose que vous dites ou que vous mettez en place pour les rassurer, peut-être, ou pour leur faire comprendre qu'ils sont concernés autant que leur épouse, que leur conjointe? Ça, c'est... Enfin, nous, on accueille avant tout les personnes qui viennent nous voir et on leur parle indifféremment, qu'ils soient hommes ou femmes. Oui. Très bien. Je me souviens qu'à une époque, on avait un accueillant homme qui était très sympathique. Et quand je recevais une femme, je disais, demandez donc à votre compagnon de venir voir, on a un accueillant très sympa. J'essayais de dire que... et ça marchait. Et ben voilà. Et en tout cas, on a envie de dire, messieurs, n'ayez pas peur. Voilà, c'est ça le message qu'on va peut-être passer aussi ce matin. Messieurs, n'ayez pas peur, effectivement. Et puis peut-être on peut dire aussi, il n'y a pas de honte, quelque part, non ? Parce que on se disait ça, on se faisait la remarque, des fois, les hommes ont peut-être plus du mal à assumer qu'il puisse y avoir un trouble, une difficulté dans la famille, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut leur dire. Et effectivement, et ce qu'on observe quand même, c'est que dans les générations, plus les gens sont jeunes, plus il y a une reconnaissance des troubles psychiques ou des problèmes de santé mentale chez les gens, et la différence de genre s'efface aussi. Une étude de 2015 disait d'ailleurs que c'est assez étonnant, on voit qu'il y a des cercles d'aidants entre la famille très proche, les parents souvent, après les frères et sœurs, etc. On se rend compte que plus on s'éloigne de la famille très proche et plus les hommes s'impliquent. C'est quelque chose qui vous interpelle ? Je pense qu'il faudrait compléter l'information par en quoi consiste l'aide à ce moment-là. Parce que un proche qui est dans une sphère lointaine, c'est un ami et qui va donner un coup de main ou un soutien. Je pense que c'est pas tout à fait la même nature. Voilà. Et elle est nécessaire aussi. Oui, elle est importante aussi, bien sûr. Comme disait Thérèse tout à l'heure, le fait que la personne concernée puisse se constituer un réseau de personnes sur lesquelles compter à titre amical, familial ou professionnel, c'est hyper important. Alors, vous êtes aidantes toutes les deux. J'ai une question que j'ai envie de vous poser très simplement. Comment vous allez ?
mieux. Pas trop mal, pas mal. je lisais sur notre baromètre, 64% des personnes interrogées déclarent que la santé, que leurs proches a eu un impact sur leur santé. Mais moi, je me dis que finalement, je suis pas en si mauvaise santé que ça. Puis quelque part, vous vivez des choses grâce à votre fils, c'est ce qu'il me dit. Voilà. Je dois reconnaître que j'ai appris énormément de choses et que j'ai été à plein d'endroits grâce à lui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez justement que l'impact, et on reviendra aussi avec la Maison des aidants dans quelques instants, mais le fait, vous le disiez, je crois Thérèse tout à l'heure d'ailleurs, de dire que le fait de ne pas être toute seule, d'être accompagnée par d'autres aidants qui sont quelque part devenus un peu vos aidants, est-ce que ça a un impact positif sur l'évolution de votre rôle d'aidant et de votre vie au quotidien? Ah ben bien sûr. Ne pas se sentir seul, je crois que c'est une chose essentielle dans la vie. Quoi qu'on traverse, si on est seul, c'est terrible. S'il y a quelqu'un à nos côtés, ça va déjà 1000 fois mieux. Donc, je pense que le principal atout de l'UNAFAM, c'est justement d'offrir ce compagnonnage à tous ceux qui frappent à la porte. Et alors, quelquefois, malheureusement, il y a des drames et quelquefois, on ne trouve pas de solution. Puis c'est compliqué. Mais de ne pas être seul, ça change déjà complètement la donne. On arrive là, on sait qu'on est compris, qu'on ne sera pas jugé, que quelqu'un est avec En 39 minutes, nous parlons des aidants et je suis très heureux qu'on aborde la thématique des aidants, notamment en santé mentale, puisque on se rend compte quand on est de l'autre côté, qu'on parle de ceux qui souffrent de troubles psychiques, que la place de l'aidant est quelque chose de très important pour eux. Donc je trouve que c'est bien qu'on donne maintenant la parole aux aidants. Alors pour le faire et pour continuer d'en parler, Frédéric Claude, vous donc vous représentez, vous êtes référent des aidants et juriste à la Maison des aidants de Nancy. Alors on va peut-être dire un petit mot sur ce qu'est cette Maison des aidants de Nancy. Quel est son rôle, quelle est sa place, peut-être même quelle était la motivation au départ de la création de cette Maison des aidants de Nancy? La motivation première, c'était la constatation que, comme on l'a précisé en début d'émission, il y a 11 millions au moins d'aidants existants et de nombreux acteurs sur le territoire départemental existent, mais ils ne se connaissent pas entre eux, et quand ils ne se connaissent pas entre eux, quand il n'y a pas de communication vers l'extérieur, vers les aidants, il y a encore moins d'accessibilité pour ces derniers d'avoir accès aux aides, aux répits, aux activités proposées, souvent subventionnées par des subventions publiques. Dès lors, la demande d'une maison des aidants à Nancy, comme ça s'est créé dans d'autres villes et d'autres départements, était une demande forte, existante, et c'est l'UDAF de Meurthe-et-Moselle avec son nouveau directeur général, M. Thibault, qui l'a permis avec toute sa force et son énergie, et qui a permis d'être implantée et ouverte dès le 6 octobre l'an dernier, lors de la journée nationale consacrée à l'aidance. Alors l'aidance, c'est aussi bien pour les troubles psychiques, mais on est ouvert bien entendu à tous les types de dépendance, la maladie physique, psychique, mais également liée à l'âge, la dépendance liée à l'âge, ou d'autres types de dépendance. Donc si j'entends bien, à l'origine, la Maison des aidants, c'est d'abord pour regrouper les associations d'aidants. Mais pas que, je crois que vous avez aussi toute une notion d'accueil des personnes aidantes. Voilà, comme vous l'avez précisé Thomas, c'est la volonté de faire de la Maison des aidants de Nancy un carrefour, un repère important du fait de la communication vers l'extérieur qu'on essaie, notamment grâce à vous, mais aussi par voie d'affiches ou de participation à des forums ou à d'autres ateliers, pour que ceux qui se reconnaissent aidants, et Dieu sait que parfois la reconnaissance de qualité d'aidant est difficile pour la personne concernée elle-même, qui ne veut pas se reconnaître aidante, qui a des difficultés à se reconnaître aidant. Et dès lors, si on ne se reconnaît pas aidant, comment voulez-vous qu'on fasse appel à un service qui s'adresse à des aidants? Donc ça, c'est la première barrière souvent psychologique qu'on rencontre. Et au-delà de ça, la communication, la Maison des aidants de Nancy, elle réunit
tous les acteurs qui, sur le territoire départemental, proposent des actions au bénéfice des aidants. Et au sein de la Maison des aidants de Nancy, il y a également des actions propres à la Maison des aidants de Nancy, avec des services comme Intime Agir, vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, notamment handicap psychique, avec aussi la lutte contre la violence faite aux femmes, le soutien à la parentalité. Il y a également des groupes de formation. En ce moment, il y a Brain Up tous les jeudis après-midi à la Maison des aidants de Nancy qui organise une formation pour les aidants de personnes aidées de plus de 60 ans. C'est assez spécifique, mais c'est un processus de formation gratuit, progressif, tous les jeudis après-midi de 14h à 16h, et le taux de satisfaction est très fort et on est très heureux de les accueillir. Au-delà de ça, bien sûr, on a le centre centre médical préventif de Agir Carco qui s'adresse à tous les assurés, pour tous les aidants assurés à Agir Carco, donc qui auraient travaillé au moins une journée dans le privé, qui peuvent bénéficier donc d'un bilan médical et d'un bilan psychologique juste après à la Maison des aidants de Nancy tous les mercredis sur rendez-vous, avec un suivi psychologique éventuel ensuite. Ça amène une question de fond, tout ça, je trouve. Cette fameuse question de je suis aidant, donc forcément je suis dans une situation d'être celui qui agit, mais qui agit pour quelqu'un, et qui n'agit plus forcément pour lui. Oui. Ça, c'est l'oubli de soi, c'est le sacrifice de soi, souvent, hein, les aidants. Ils prennent connaissance du besoin d'aide quand ils s'épuisent mentalement et physiquement, et c'est seulement à ce moment-là que d'autres professionnels les orientent vers nous quand ils ont connaissance des actions, des activités et prestations de services qu'on peut mettre en place. À la Maison des aidants de Nancy, c'est ça, c'est l'accueil, vous l'avez précisé, la grande qualité, c'est le café, c'est comment allez-vous, c'est se préoccuper de la personne, la bienveillance, l'empathie, c'est l'écoute. Et seulement après l'écoute active, seulement après, c'est l'information. Parce que finalement, ce qui compte avant tout, c'est la relation humaine, c'est l'accueil sans préjugés, sans conditions. Et la Maison des aidants de Nancy, même si elle est soutenue par la ville de Nancy, elle est évidemment ouverte à tous ceux qui se reconnaissent aidants, quelle que soit leur situation sur le territoire. Bien sûr, les solutions, elles seront propres au territoire départemental de Meurthe-et-Moselle, mais on ne filtre pas. Bien sûr. C'est pas du tout la philosophie à la Maison des aidants de filtrer la qualité des dents en fonction du lieu géographique de son lieu de vie, quoi. Je me souviens d'une histoire qui m'a été racontée par quelqu'un qui intervient à la Maison des aidants et qui me disait, voilà, le simple fait d'avoir proposé à une dame qui venait chez moi, qui est une aidante, et de lui dire comment allez-vous, je vous offre un café. La dame s'est effondrée en larmes en disant, ça fait longtemps qu'on m'a pas considéré comme quelqu'un qui vit normalement. Et qui a le droit d'avoir un peu d'intérêt aussi des autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Thérèse, Emmanuel, de cette histoire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aussi, que vous avez peut-être déjà vécu, de vous dire, mais en fait, on me voit comme une aidante, mais on me voit plus comme une femme, comme une personne à qui on a le droit de demander comment elle va? Je crois que Monsieur Claude a eu les mots justes, c'est que en fait, il faut déjà prendre conscience qu'on est aidant. Donc on ne sait pas... En fait, on fait passer la situation avant soi, on ne réfléchit pas, et c'est quelque part quand on se rend compte qu'on est en train de fatiguer, hein, c'est un peu l'histoire de toutes les familles qu'on accueille, qu'on vient chercher effectivement avant tout de l'écoute. Alors nous, on accueille les familles, hein, on les écoute, alors c'est toujours des bénévoles, eux-mêmes concernés par un proche qui a un trouble psychique, et tous nos bénévoles sont formés parce qu'évidemment c'est pas je vous écoute comme ça, hein, il y a quelque chose de il y a une compétence quand même à développer, hein, pour écouter les personnes, voilà. Et il y avait un dispositif dont vous nous aviez parlé à notre dernière rencontre qui nous paraissait très intéressante, je me souviens plus du nom. Le programme Pro-Famille peut-être, non? Alors, qui réunissait des professionnels. Voilà, à l'UNAFAM, effectivement, on a tout un tas d'actions qu'on mène. Hein, donc, effectivement, des actions dites de déstigmatisation, où on va participer à différents événements, seul ou avec des partenaires. On est aussi représentant des usagers dans le système de santé. Et puis, on va aussi être sur la formation.
des familles. Au-delà de l'information et de l'écoute, il y a aussi un rôle de formation. Parce que pour être un aidant efficace et ne pas s'épuiser, il faut développer des savoir-faire et des savoir-être. Ouais, d'où l'importance effectivement de l'accompagnement et de la formation. Ouais. Et lors de ces formations, on insiste beaucoup sur le fait que la personne doit se protéger. C'est-à-dire rester en relation, mais en mettant suffisamment de distance pour ne pas tomber dans l'épuisement. Alors, ça amène à des chiffres, hein. Une étude qui a été publiée dans le cadre d'un article du Haut Conseil de la Santé publique en 2019 qui donne ce chiffre selon des études. Alors, aux États-Unis, en Amérique, entre 40 et 70% des aidants ont développé des symptômes cliniques significatifs de la dépression. Oui. C'est quand même quelque chose de considérable. Là, dans notre baromètre, 64% disent qu'il y a un impact sur leur santé. Ouais. Et moi, je me souviens d'une femme qui était venue à notre délégation, qui nous disait « Je viens de passer 3 jours aux urgences parce que j'avais un problème cardiaque. Je suis allée aux urgences. Pendant 3 jours, j'y suis restée. On m'a dit « Mesdames, vous n'avez rien. » Elle dit « Mais moi, je sais bien ce que j'ai. Je suis angoissée à cause de mon fils. » Ah oui. Oui, c'est ça, le stress, le sommeil perturbé à 32%, les douleurs physiques à plus de 30% des aidants qui le ressentent d'après effectivement ces études BVA. Et aujourd'hui, est-ce que la formation peut éviter aussi d'aller jusqu'à ces situations de grande souffrance des aidants ? Tout à fait, c'est même l'objet des formations aussi pour... c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est effectivement en développant des savoir-faire et des savoir-être, notamment en termes de communication, mais aussi vis-à-vis de soi-même, en changeant ses représentations, en étant un peu plus souple parfois pour certains, ou savoir reconnaître ses émotions, y compris les négatives que l'on développe par le cumul des situations, hein, la colère, la culpabilité, l'anxiété, la peur, etc. Donc toutes ces émotions négatives qui, si elles sont à un moment donné, si elles débordent, peuvent engendrer des troubles psychiques pour les aidants eux-mêmes ou des troubles somatiques. Ouais. Du coup, c'est un apprentissage en fait d'être aidant. Oui, tout à fait. Dans notre délégation, on a fait toute une série de formations pour résister à la dépression, apprendre à prendre soin de soi, comment communiquer de façon non violente, toutes sortes de formations qui nous aident et à savoir comment réagir et qui interagissent aussi sur le proche, qui se sent beaucoup mieux compris et aidé. Comme disait Emmanuel, il faut changer ses représentations. Au départ, moi, j'avais une idée, il faut faire des études, il faut être bon à l'école, etc. Bon, ça, il faut laisser ça de côté. On s'en fout. On finit par s'en foutre complètement. Il y a toutes sortes de choses qui sont très ancrées en nous, qu'on doit changer, mais finalement, on les change. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, si on est assez en forme, c'est à cause de tout ce qu'on a appris là. Ou plutôt grâce, on peut dire même grâce, clairement. Oui, grâce à tout ce qu'on a appris. Frédéric, Claude, on peut peut-être parler, il y a une question dans le micro-trottoir qu'on entendait tout à l'heure de quelqu'un qui parlait du fait d'être aidé avec de l'argent quand on est aidant. Parce que c'est vrai, quand on est aidant, on y est au quotidien. Je vous ai pas posé la question, d'ailleurs, vous avez continué à travailler ? Oui, tout à fait. Emmanuel, ouais. Et vous, Thérèse ? Moi, j'ai pris ma retraite plus tôt pour m'occuper de mon fils. Mais c'est plus vieux. À l'époque, il n'y avait pas Espoir 54, il n'y avait pas de GEM. C'était vraiment le désert. Et je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je m'occupe des enfants des autres et pas du mien. Mais ça a beaucoup changé. Alors du coup, est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui pour les aidants ? Oui, depuis très récemment, grâce au gouvernement, il y a notamment l'allocation journalière de proches aidants. Alors pour en bénéficier, bien entendu, c'est un revenu de substitution à une activité que l'on a rémunéré habituellement. Si on ne travaille pas, si on est inscrit au chômage, ça fonctionne quand même. Le chômage est suspendu, le temps de percevoir l'allocation journalière de proche aidant et de s'occuper de son proche. Parce que l'idée, c'est qu'on ne doit pas freiner l'aidant dans le soutien qu'il peut apporter temporairement, fractionnellement ou selon l'emploi du temps ou le temps qui lui est imparti. Ce revenu de substitution, il est toujours pour une courte durée, c'est 3 mois renouvelables, maximum 1 an, sur toute une carrière professionnelle. Ça reste une aide, c'est mieux que rien, c'est le SMIC, donc on peut perdre de l'argent si on perçoit plus que le SMIC, mais entre ça et puis rien du tout, bien sûr.
on a trouvé quand même une compensation qui n'est pas négligeable, selon moi, quitte à ce qu'il soit amélioré avec les critiques ou observations que les familles pourront nous faire remonter, parce que c'est aussi ça la maison des aidants de Nancy. J'allais dire, on peut venir vous voir à la maison des aidants de Nancy pour pouvoir monter des dossiers, par exemple, pour obtenir ces aides. Bien entendu, le conseil départemental est implanté aussi à la maison des aidants de Nancy grâce à son service territorial de l'autonomie, donc que l'on soit atteint de troubles psychiques ou physiques ou mentaux, ou que l'on soit dépendant lié à l'âge, ils aident ces animatrices conseillères à réaliser les démarches nécessaires pour compenser le handicap, quelle que soit la nature du handicap, et avancer dans l'obtention de compensation par des aides humaines, des aides financières, tout ce qui peut être mis en œuvre pour le quotidien de la personne aidée et de l'aidant. Alors, la formation, c'est bien, dans la mesure du possible, pour les aidants, je parle, parce que je vous entendais, éviter de franchir le Rubicon et de se substituer à des professionnels si c'est possible. Parce que on veut former les aidants, oui, mais former les aidants à prendre soin d'eux-mêmes d'abord, parce qu'ils sont dans une dynamique sacrificielle. Quand on les reçoit, c'est quand même épuisement mental et physique. C'est on leur offre un café, vous l'avez répété Thomas, et ils s'effondrent de pleurs parce que ce sont les premiers interlocuteurs, les premiers professionnels, en dehors des professionnels de santé, qui les écoutent, les accueillent et sont prêts à les aider gratuitement, bien entendu, avec aussi bien les activités mises en place à la maison des aidants, des groupes de parole, des réunions, des conférences, des moments de répit, que ce soit une marche une fois par semaine, accompagnée par un professionnel coach, que ce soit la sophrologie, parce que différents types de sophrologie, j'ai découvert la sophrologie, juste à côté de mon bureau, ils ont changé, ils ont pris les coussins à côté de mon bureau, je tiens à le signaler, c'est une honte, et donc je ne peux plus espérer pouvoir m'allonger sur les coussins de sophrologie. D'autres le feront et en ont besoin. Donc c'est dit au micro de RCN. Mais je suis content que la maison des aidants de Nancy puisse mettre en place autant d'activités, autant de réunions, autant de services, autant de professionnels au bénéfice de cette population qui, on le sait très bien, ne se reconnaît pas toujours en qualité d'aidant, je le répète, et puis parfois n'accepte pas d'être aidé. Et je retiendrai un mot que vous avez dit, dynamique sacrificielle. Oui. Je trouve que c'est à la fois très beau et à la fois très dur. Oui. Très bien. On va devoir mettre un terme à cette émission. On avait peut-être une petite actu avant de se séparer. Qui nous en parle? Je crois qu'on devait parler, vous allez me dire, la réunion. On parlait du psy-trialogue c'est qui va débuter en septembre. Qui en parle? C'est vous, Emmanuel? Alors, nous organisons effectivement régulièrement des psy-trialogues. Le prochain est en septembre. J'ai oublié la date, mais vous pouvez tous la vérifier sur notre site internet unefam.org. Le principe est de se réunir autour en cercle. Les personnes ne disent pas qui elles sont, mais nous trouvons là des soignants, des personnes concernées par les troubles psychiques et des proches aidants. Et un thème est choisi à l'avance et chacun s'exprime sur ce thème. Il y a évidemment quelqu'un qui régule l'animation pour assurer la circulation de la parole, mais ça donne lieu à des échanges extrêmement enrichissants. Des découvertes même. Chacun découvre ce que peut être ce que vit l'autre. Le soignant découvre ce que peut être la vie d'un parent ou de quelqu'un qui est malade, autrement que par son prisme de soignant. Les parents qui ne sont pas là avec leurs propres enfants se disent mais c'est pas possible, celui-là comme il réagit bien, ça donne de l'espoir. On se dit tous les espoirs sont permis quand on voit qu'une personne qui était très mal peut aller mieux, peut réfléchir, peut discuter comme ça. C'est très encourageant. Oui. Et tout le monde peut s'inscrire? Voilà. Oui. Tout le monde peut s'inscrire. Et tout le monde peut venir. Entrée libre. Entrée libre. Et les informations est gratuite sur le site internet de l'UNAFAM. Vous retrouverez les informations. Il y a des réseaux sociaux aussi peut-être? Non, pas encore. Pas encore. Eh ben, ça va venir. On compte sur vous. Prochaine étape cet été, on monte les réseaux sociaux. Merci à vous tous d'être venus ce matin. Merci Frédéric Claude. Je rappelle que vous êtes référent des aidants et juriste à la Maison des aidants de Nancy. Bon, je plaisantais, monsieur le directeur, monsieur Thibault, sur l'histoire du coussin. Je plaisantais. Votre lettre et votre chèque de... Merci. La compta, vous... Emmanuel Gürtner-Thérèse, prêcheur. Merci à vous. Vous êtes membre aidante de proches et membre de l'UNAFAM. Merci d'être venu ce matin nous parler de votre quotidien d'aidant.
Eh ben, merci dans à Full vous Santé surtout. Mentale, Merci avec à grand vous. plaisir. Nous, on se retrouve, alors non pas le mois prochain parce que c'est les vacances, c'est l'été, on se retrouve en mois de septembre. C'est ça. Avec, Mois de on a septembre. déjà la thématique. On y l'a travaille. plus en tête. On y travaille et vous le suivrez, vous découvrirez ça au mois de septembre. On vous souhaite à tous un très bel été. Merci de nous avoir écoutés sur RCN. RCN, www.rcn-radio.org